Ouais. C'est le moment de présenter notre conférencier Pierre-Henri. Pierre-Henri va intervenir sur la mise en place, alors, des choses à considérer quand on met en place un centre de sécurité opérationnelle, un SOC, là, comme on dit en anglais. Écoute, là, avant de laisser la parole à Pierre-Henri, je vais juste dire quelque chose de lui. Là, j'ai vu dans son profil que Pierre-Henri a beaucoup d'années d'expérience en sécurité opérationnelle. Il a aussi mis en place beaucoup de SOC, dont 3 pour des groupes français. Il a aussi le leader de SOC commercial pendant 2 ans. Et actuellement, Pierre-Henri est directeur de la cybersécurité pour Infidem à Montréal. Donc, Pierre-Henri, si tu as quelque chose à ajouter, tu peux le faire. Sinon, tu peux débuter tout de suite ta présentation. Ouais, non, je pense que tu as très bien résumé, Blaise, c'était parfait. Bah, oui, donc, merci. D'ailleurs, merci de m'avoir permis de parler aujourd'hui, hein. C'est vraiment très apprécié. Bah, donc, et puis merci à ceux qui sont sur le live. Donc là, l'idée de la présentation aujourd'hui, c'est avant tout c'est un retour d'expérience, réellement sur l'expérience que j'ai pu avoir au cours des projets SOC que j'ai pu traverser. Donc, comme l'a dit Blaise, bon, globalement, je suis passé par plusieurs SOC, même en tant qu'analyste, en tant qu'employé. Voilà, j'ai occupé un peu tous les postes. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous faire partager tout ça. Et puis, bon, ça va être une présentation assez dense. Donc, malheureusement, je m'excuse d'avance si je ne peux pas creuser beaucoup sur la plupart des sujets. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bah, il y a mon Twitter, hein, il n'y a aucun problème. Je me ferai un plaisir de répondre. Donc, allez, on va attaquer vite avec un petit peu de contexte. Donc, je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà ce contexte, donc on va passer rapidement. Globalement, l'idée, c'est quoi? C'est bien sûr de détecter les attaques. Bah, au plus tôt, hein, voilà, là, on a un parfait modèle de décomposition d'une attaque, hein, la fameuse kill chain. Donc, une des interprétations de la kill chain. L'idée, c'est vraiment de détecter au plus tôt pour pouvoir produire une réaction adéquate en fonction. Parce que l'idée, c'est pas de savoir quand est-ce qu'on va attaquer, qu'on va être attaqué. On va l'être, c'est sûr. Donc, l'enjeu, c'est plutôt de détecter au plus tôt, de réduire ce temps entre l'action et la détection, et puis de réagir au plus vite pour limiter l'impact. C'est vraiment ça le cœur de la chose. Donc, dans tout ça, bah, bien sûr, le SOC, bon, si ce n'est pas déjà une évidence, là, avec les déroulements des derniers mois, ça l'est en tout cas. L'intérêt du SOC en tant que tour de contrôle de surveillance dans une entreprise, bon, c'est vraiment incontournable. Justement, pour réduire ce temps de détection, c'est vraiment un modèle éprouvé depuis moult années pour justement réduire ce temps de détection entre l'action et bah, évidemment la remontée d'informations au niveau du SOC. Et puis surtout, ça va permettre de couvrir, bah, en tout cas la plupart, sinon toutes les surfaces d'attaque que vous avez au niveau de votre système d'information. Surfaces d'attaque qui sont de plus en plus nombreuses parce que les systèmes d'information sont de plus en plus complexes. Ce n'est pas nouveau encore, ça fait des années que c'est en cours. Et puis, de toute manière, avec le coup d'accélérateur sur l'info nuagique qu'on a eu avec la crise du Covid, bah, ce n'est pas prêt de s'arrêter, bien sûr. Donc, un SOC, globalement, ça fait quoi? Grosso modo, c'est quoi la vie d'un analyste dans un SOC? Parce qu'un SOC, c'est à base d'analystes, évidemment. Bah, l'analyste, lui, il va utiliser des outils avec un certain nombre de process automatisés et puis son propre savoir. Donc, des outils qui vont justement corréler, qui vont prendre des logs complètement hétérogènes aux quatre coins de votre système d'information, des milliards et des milliards d'événements qui vont être collectés, parsés, normalisés, qui vont en faire une base dans laquelle on peut rechercher, on peut appliquer des règles de détection. Et ces analystes, lui, ils vont récupérer justement ces informations-là et avec leur savoir et d'autres outils et d'autres automatisations, eh ben, ils vont pouvoir faire le tri, l'analyse, l'enrichissement de ces événements-là pour les qualifier et en faire des alertes qui vont envoyer aux bonnes personnes. Donc au final, on démarre de milliards et de milliards d'événements et on termine en sortie avec quelques alertes qui sont envoyées aux bonnes personnes. Donc c'est une immense machinerie avec beaucoup d'outils, des personnes, des processus. C'est un tout. Un SOC, c'est vraiment un tout, une grosse machine très complexe, donc complexe à mettre en place évidemment, et qui, bah, en théorie, opère 24 heures sur 24. Donc l'analyste est pris dans tout ça. C'est pas un métier facile, très honnêtement. Et si vous avez déjà des SOC en cours et des niveaux 1, bah, soyez gentils avec eux parce que c'est pas un métier facile tous les jours. Ça, j'ai été niveau 1 quelques années et je sais de quoi je parle. Donc un SOC, bon, souvent on se dit SOC égale SIEM et puis on s'arrête là. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, un SOC peut vraiment, c'est un exemple, bien entendu. Un SOC peut être vu aussi comme un centre de service. Et de là, il y a plusieurs autres services qui peuvent être attachés à la structure. Alors, il y a des choses assez classiques, là, c'est vraiment des exemples.
des choses assez classiques comme la veille, la gestion de vulnérabilité, ça c'est des choses très très classiques que l'on voit dans beaucoup de SOC. Bon, bien sûr, la brique détection, ça c'est évident, c'est le cœur de métier, évidemment, mais ça peut aller aussi jusqu'à du consulting pur et simple pour l'entreprise dans laquelle le SOC est implanté. Ça, c'est des choses qu'on voit de temps en temps. Et puis, bien entendu, le découpage en 3 niveaux, très classique, avec des niveaux d'expertise qui vont en augmentant au fur et à mesure qu'on monte dans les niveaux, et puis un niveau de notification de sujets d'incidents en traitement qui va en décrémentant. À l'inverse, plus on monte dans les différents niveaux de support. Et bien entendu, bon, globalement aussi, pour donner un ratio, c'est à peu près 1 N 1. Donc, ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est à peu près 60-70% des tickets d'incidents qui sont traités au niveau du N1, 20-30% au niveau du N2, puis le reste au niveau du N3. C'est à peu près ces ratios-là. Et puis, bien entendu, tout ça, comme toute équipe, comme tout process, comme tout projet sécurité, tout ça est guidé par l'amélioration continue, le pilotage, et puis surtout tout ça porté par une gouvernance. Ça, on va voir tout ça par la suite. Voilà, donc voilà. Après une introduction rapide, on entre dans le vif du sujet. Donc, alors déjà, des petites notions, des petits éléments à savoir. Alors, sur les projets SOC, surtout, on va parler surtout des projets SOC dans cette présentation-là. Ça paraît plutôt bateau de dire ça comme ça, mais honnêtement, dans la pratique, ce n'est pas si évident que ça. Un projet SOC, c'est un projet continu et pragmatique. Pragmatique, ça, on peut le souligner 10 fois. C'est vraiment très important. Allez, un premier mot-clé, l'essor, orchestration, automatisation de réponses. Ça automatise beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est en 2020, un SOC mature, en cible, doit viser d'avoir un sort, de baser son activité sur un sort. On est en 2020, ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Mais bon, il y a beaucoup de clichés autour des sorts, ça, il faut bien se le dire. Et dans tous les cas, ça ne vous dispensera pas d'un niveau 1. Hein, ça, c'est évident. Commencer petit et faire bien, ça, je vais le dire plusieurs fois dans ma présentation, c'est un projet suffisamment complexe comme ça, il y a suffisamment de choses à prendre en compte dans un projet SOC. Ne vous noyez pas en visant trop gros tout de suite, au jour 1. De toute manière, ce n'est pas possible, sauf si vous avez un budget limité éventuellement et une armée de 50 personnes qui bossent dessus. Je n'ai pas vu ça jusqu'à présent, donc commencez petit, n'ayez pas peur de commencer petit pour bien faire déjà ce que vous faites, et puis étendez le périmètre d'action, le périmètre de vos services au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, parce que c'est comme ça que vous réussissez un projet SOC. C'est vraiment. Un projet SOC, ce n'est pas une équipe comme les autres, de par les outils, de par les compétences, les personnes qui travaillent, les process. Ce n'est pas vraiment pas une équipe comme les autres, ce n'est pas abordé comme une équipe comme les autres. Ça, c'est quelque chose à vraiment assimiler, vous, votre direction, tous les parties prenantes dans le SOC et toutes les personnes qui vont travailler avec le SOC. Ça se base aussi sur de la com. C'est un projet qui va durer des années, clairement. Pour monter en maturité, ce n'est pas 1 an, 2 ans, c'est beaucoup plus que ça. Vu le nombre d'outils et de choses à mettre en place, ne serait-ce que les interactions entre équipes, etc., les process internes, ça va prendre du temps. Ça, il faut vraiment se l'assimiler. Après, l'automatisation. On parlait d'un sort juste avant. L'automatisation de façon plus générale. N'attendez pas que le SOC soit déjà en place pour penser à ça. C'est pendant que vous le construisez. Identifiez les processus qui n'ont pas des plus-values pour penser à vos analystes, vos N1, vos pauvres N1, encore une fois. Automatisez le maximum de choses, s'il vous plaît. Et c'est by design, vraiment. Et puis, alors, faites attention aussi aux buzzwords. Ça, c'est plus dans l'aspect outillage. C'est bien d'avoir le meilleur outil sur la planète, mais c'est mieux d'avoir le meilleur outil dans votre contexte. Vraiment le meilleur outil pour vous. Donc, ça prend des tests, ça prend des qualifications. Ne choisissez pas juste à la réputation, à ce que vous disent les éditeurs. Ça, c'est important. Et puis, allez, un autre mot-clé, UBA, User Behavior Analytics ou User N Entity. Encore une fois, comportemental basé sur les logs. Pareil, ça, c'est une cible qu'on doit avoir aujourd'hui. Ça fonctionne comme ça, les SOC, mais ça prend un certain nombre de prérequis, ça prend des choses au préalable. Et au final, c'est des choses que peu de gens, mine de rien, ne savent. En fait, ils se lancent là-dedans, tête baissée. Et au final, j'ai vu assez peu d'entreprises qui ont ça de correctement configuré, de vraiment efficace. Mais bien configuré, honnêtement, ça fait des merveilles. Et parce que tout ça, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir le SOC d'une grande banque avec 25 personnes dès le jour 1 de votre SOC. Donc, il faut vous faire à l'idée de faire ça par étapes et surtout d'avoir des débuts modestes. Ce n'est pas un problème, il faut juste que ce soit documenté et que ce soit clair pour tout le monde. Donc, je vais lancer mon projet SOC.
ça se passe comment? Déjà, avant de vous lancer, essayez de savoir à quoi va servir votre SOC. Ça, c'est déjà la base, malheureusement. C'est des choses qu'on voit assez peu souvent. C'est quoi les enjeux? C'est quoi les objectifs? À quoi ça va servir? Quels sont vos enjeux de régulation, le périmètre que vous devez couvrir, le contexte sécurité? C'est quoi vos incidents? Comment c'est organisé le tout? Les enjeux métiers. Tout ça, c'est quand même très important de l'avoir en tête avant de lancer votre SOC, parce que le SOC, ce n'est pas une boîte noire que vous allez poser quelque part, puis voilà. Ça fait joli, ça y est, j'ai checké, j'ai coché ma case, j'ai un SOC. Non, il faut que ça soit utile avec vous. Et ça, ça dépend vraiment de votre contexte et ça se design, tout ça. Donc, c'est important d'avoir déjà une petite idée de à quoi va servir votre SOC, comment vous allez à quoi il va vous servir, comment vous allez le designer. Donc après, de quoi j'ai besoin? C'est quoi les prérequis? Bon, déjà, c'est un peu des prérequis, ce que je vous ai donné avant. Mais il y en a d'autres aussi. C'est tout simplement les bonnes pratiques, le contexte de votre entreprise, tout simplement. Parce que des choses bêtes, hein, en termes des actifs, le log management, les équipes, la liste des équipes avec qui le SOC va travailler, les process de gestion d'incidents, etc. Le risque, les analyses de risque, tout simplement, ça rentre en ligne de compte. Et puis le contexte technique, comment est fait votre système d'information, quelles sont vos surfaces d'attaque, encore une fois. Et puis aussi, où sont vos équipements de sécurité, si vous en avez, j'espère. Voilà, tout ça, en fait, ce qu'il faut vraiment se dire, on va en reparler par la suite, le SOC va vraiment se baser sur la maturité de votre entreprise. Et ça, en fait, souvent on met la charrue avant les bœufs, on fait le SOC avant le reste. Bon, concrètement, on sait très bien que ça va se passer comme ça, les projets. Si vous avez déjà un projet comme ça en cours, ça va se passer comme ça. Mais bon, il faut juste admettre que votre SOC va manquer d'efficacité et il faut bien le dire, il faut bien que ça se sache, ça. L'efficacité de votre SOC va dépendre de tout ça. Et ensuite, il va falloir le vendre, votre projet, parce que ça prend une équipe projet dédiée, en tout cas quasi dédiée, ça prend du temps, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut le vendre aux autres équipes, parce que le SOC, il n'est pas tout seul, il va bosser avec d'autres équipes pour sa construction, et puis aussi pour la partie run, évidemment. Et puis, bien sûr, il faut le vendre à votre direction. C'est un peu la base, hein. Forcément, si vous voulez que votre projet aboutisse, il faut un peu le support de la direction. Puis surtout, si vous voulez que votre équipe ait le niveau d'autorité suffisant par la suite, il vaut mieux bien le vendre et avoir le support de votre direction. Et puis, il faut se dire aussi que c'est un projet qui coûte cher. Hein. Combien il y a de personnes dans l'équipe? Bien sûr, il faut repayer les salaires. Il y a les formations, parce que c'est aussi des compétences bien particulières. Ces compétences, il faut les maintenir dans le temps. Il y a les coûts d'infra, les coûts de licence, etc., les coûts de maintien en conditions opérationnelles. Ça coûte cher, ça, il faut vraiment vous le dire. Allez, une première liste d'erreurs courantes que j'ai pu voir. Allez, très rapidement. Déjà, les concepts, hein, ça, les confusions entre SOC, NOC, les équipes d'infra, support TI, ça, j'en ai vu un peu tout et n'importe quoi, hein, dans les différents projets que j'ai traversés. Si déjà les concepts ne sont pas clairs, les missions de votre SOC, ça va être compliqué de bien les cadrer, ça c'est sûr. Les objectifs, ça, on a vu, c'est très important. Encore une fois, ne pas en faire trop dès le début, hein, s'il vous plaît. Ne voyez pas trop gros, prévoyez petit pour être sûr qu'il y a un périmètre raisonnable qui va être utile. Encore une fois, et puis étendez les périmètres. Ça, c'est avec la roadmap. C'est une roadmap claire. C'est comme ça que ça marche. Et puis ensuite, très important, trop classique malheureusement, que le SOC, le SOC peut tout détecter, une fois qu'il est en place, le SIEM en place, ça y est, ça détecte tout, ça fait de la magie. Et puis que le projet, il va jamais évoluer, ça y est, il est en place et puis ça va jamais évoluer. Bien sûr, c'est totalement faux. C'est un projet continu. Et évidemment, l'efficacité de votre SOC va dépendre de votre contexte, des choses qui sont déjà disponibles dans votre système d'information, et puis juste de la maturité. Si vous n'avez pas, par exemple, si vous n'avez pas un réseau segmenté, vous pouvez dire que votre SOC il est un peu mal parti pour voir les mouvements latéraux, il va falloir aller voir ailleurs. Ça va donner des difficultés supplémentaires. Donc voilà, tout ça, c'est tributaire de votre maturité. Et puis même si tout était vraiment bien cadré, tout était déjà vraiment prêt, vous savez, le 100% de détection, ça n'existe juste pas. Ne serait-ce que parce qu'il y aura toujours un problème de log, un problème de parsing, un problème de diverses et variés. En tout cas, mais l'objectif, c'est d'aller au plus loin, au plus près justement de cette couverture absolue, mais qui est virtuellement impossible à atteindre, bien entendu. Parce qu'on veut éviter tout ça, c'est un peu l'objectif aussi de cette présentation, c'est d'éviter d'arriver à ça, à un SOC qui ressemble un peu à ça. Bon, il y en a certains qui ressemblent à ça malheureusement. Et malheureusement, forcément, si on n'a pas de retour d'expérience ni d'expérience dans ce domaine-là, malheureusement, vos premiers SOC peuvent ressembler à ça.
Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres et beaucoup d'organismes qui travaillent dur pour justement aider ceux qui veulent se lancer dans ce genre de projet. Donc, au niveau du projet SOC, comme je l'ai dit, ça va mettre du temps à se stabiliser. Il faut juste l'accepter. L'idée, ce n'est pas d'avoir le SOC du futur dès le jour 1, c'est d'avoir, si vous avez les moyens de vos ambitions, d'avoir le SOC du futur à terme, c'est parfait, mais juste prévoyez la roadmap. C'est encore une fois le plus important, parce que le SOC, c'est un projet concret. On veut qu'il soit efficace. On ne veut pas partir. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois des projets SOC qui partent sur 1, 2 ans sans qu'il y ait une seule alerte qui sorte de ça. Ça épuise tout le monde, ça épuise les budgets. La direction, ça donne une très mauvaise image de la chose. Déjà que la sécurité, ça a souvent l'image d'un centre de coût et puis pas d'autre chose. Voilà, là, vous êtes en plein dedans, donc il faut que ça soit efficace au plus tôt. Donc, il faut vraiment avoir une démarche agile là-dedans. Il faut sortir déjà des choses, il faut que ce soit utile au plus tôt. Et donc ça, il n'y a pas 36 solutions. Vous faites avec les moyens du bord et vous construisez pas à pas votre équipe, vos outillages, votre SOC. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Honnêtement, c'est le plus efficace. Démarche par petits pas, vous prenez par petits bouts votre projet. Votre projet, qui en théorie ressemble à ça. Alors, on ne réinvente pas la roue, encore une fois. Hein, des étapes très classiques, je dirais. Bon, très classiques. L'aspect contrôle, on ne le voit quand même pas souvent. Hein. On met des règles de détection et puis pouf, ça marche par magie, on ne le teste jamais. Ça c'est pas bien, parce que quand un SOC, ça évolue, ne serait-ce que même si vous voulez tester à un instant T, à l'instant T plus 1, c'est pas sûr qu'il n'y ait pas des choses qui ont été modifiées et vos règles de détection, elles ne marchent plus. Donc ça, c'est vraiment très important de garder ça en tête. Les tests de règles, une fois que vous implémentez des choses, ça se fait régulièrement. Hein. Ça, c'est vraiment très important. Mais tout ça, bien sûr, c'est en théorie. Une belle frise avec des étapes qui se succèdent parfaitement, sans problème. C'est de la théorie. Parce qu'en vrai, c'est plus ça, un projet SOC. Hein. C'est des phases qui se mélangent. On revient sur ce qu'on a déjà fait. Il y a toujours des contretemps, des problèmes, des manques de disponibilité au niveau des infras, etc. etc., etc. Et c'est surtout un projet qui ne se termine jamais. Ça, il faut vraiment, vraiment l'assimiler. Parce qu'il y a toujours des use cases, des nouveaux use cases à intégrer, des nouveaux équipements, des nouveaux logs, etc. etc. Ça ne finit jamais. C'est toujours un cycle continu d'intégration et d'évolution. Donc, votre projet SOC, justement, on a bien vu, on a bien compris que ce n'était pas que de la technique, et c'est vraiment très important de bien le comprendre. Mais ça va commencer par une étude, parce que quand même, ce qui va être vraiment structurant dans votre projet, c'est la stratégie de détection. Encore une fois, il s'agit d'un petit peu de technique, mais c'est surtout du high level, tout ça. Hein. C'est déterminer quelle est, dans votre stratégie de détection, il y a bien sûr votre liste de use case, la liste de use case, les scénarios que vous voulez, les scénarios d'attaque que vous voulez détecter pour votre contexte. Ça, c'est très important parce que le SOC doit répondre à vos enjeux, encore une fois. Et donc, comment vous déterminez cette liste de use case? C'est pas sorcier, en fait, tout simplement. Vous prenez en compte votre contexte sécurité, la gouvernance, les incidents récurrents que vous avez, votre contexte sécurité, les actifs que vous voulez protéger. C'est quoi votre métier? Qu'est-ce que vous voulez protéger avec votre SOC? Qu'est-ce que vous voulez détecter? Ça, c'est vraiment de la gouvernance. Et puis, vous le mettez en perspective avec votre contexte technique. Comment est fait votre système d'information? Où sont vos surfaces d'attaque? Où sont vos équipements de sécurité? Comment votre réseau est segmenté, etc. Et de tout ça, vous arriverez à une liste de use cases. Il y a des choses assez classiques, mais il peut y avoir des choses complètement custom pour votre organisation. C'est très important de le considérer. Et surtout, à partir de cette ligne, une fois que vous avez les use cases, honnêtement, en tout cas, vous n'avez plus qu'à dérouler tout le reste. Parce qu'une fois que vous avez les use cases, en gros, vous pouvez déduire facilement quels sont les équipements qui vont vous permettre de détecter, d'implémenter ces use cases, quels sont les logs, les event ID, les events qui vont bien, etc. Et c'est en général à ce moment-là que vous allez détecter les trous dans la raquette, forcément. Hein, il y en a toujours, même sur des contextes matures, il y en a toujours. Et ça peut être l'occasion de lancer des projets sécurité en parallèle qui vont vous permettre de rehausser votre niveau de sécurité global et puis aussi d'améliorer l'efficacité de votre SOC. Parce qu'encore une fois, un SOC, ça se base sur votre niveau de maturité. Et bien entendu, c'est sûr que rien n'est parfait dans ce monde-là. Souvent, on met la charrue avant les bœufs et on commence à lancer le projet SOC avant même parfois d'avoir fait un inventaire des actifs. Écoutez, on fait avec. Moi, perso, j'ai jamais vu un projet qui commençait dans l'ordre, de toute manière, comme je l'ai dit. Mais donc, c'est une occasion de lancer d'autres projets et puis de tirer le tout vers le haut, encore une fois. Mais il faut que ce soit clair pour tout le monde, par contre.
Allez, d'autres erreurs, bon, bah, voilà, comme je l'ai dit, commencer par un programme SOC, bon, écoutez, ça c'est un classique, mais bon, on fait avec, on va dire. Ne pas avoir de roadmap, de dissocier la technique du stratégique, grand classique, des équipes différentes qui s'occupent de ça. C'est le meilleur moyen d'avoir des visions différentes et des projets différents, donc là, c'est une prise de tête pas possible. Ça, élément important quand même. Prendre les use cases par défaut des équipements. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des très bons use cases par défaut packagés avec vos équipements, avec vos SIM, etc. Mais soyez prudent avec ça, encore une fois, parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir 500 000 use cases lancés simultanément, c'est d'avoir les bons use cases pour vous. Donc, quand même, encore une fois, je vous renvoie à l'étude préalable. Prenez un peu de recul par rapport à tout ça, parce que c'est le meilleur moyen de vous retrouver avec un taux alarmant de faux positifs. Et pensez à vos pauvres et nains, encore une fois, hein, parce que c'est eux qui vont les traiter, les notifs. Le lead sur les projets, bah voilà, s'il n'y a personne, malheureusement, c'est du bon sens tout ça, mais je l'ai vu plusieurs fois. Hein. S'il n'y a personne pour prendre les décisions, bah, votre projet il va pas beaucoup avancer. Et puis, quelque chose de trop sous-estimé, on se dit c'est un projet technique, on n'a pas besoin de tout ça, mais la politique et la communication, bah, c'est ça qui vont faire réussir votre projet. Hein. Donc, bien communiquer, mais pas surcommuniquer encore une fois, parce que j'ai eu le cas une fois où bah voilà, un peu trop de communication, au final, on perd les contacts avec qui on travaille, on perd leur adhésion, et à ce moment-là, après, c'est un peu compliqué pour avancer. Donc après, le stock, les choses à considérer au niveau des briques qui constituent les briques de votre projet, en fait, en quelque sorte. On parlait des missions, des services qu'on pouvait inclure dans votre SOC. Bah, voilà, ça c'est un peu des bonnes pratiques qu'il faut garder en tête. C'est tout d'abord au niveau des services de base de votre SOC et surtout où les placer dans la structure, notamment tout ce qui est détection, triage, donc vraiment le cœur de métier de votre SOC, avec tout ce qui est vigie, renseignement et surtout, alors ça c'est un truc qui est quand même important à noter, c'est l'installation et le maintien des outils. Un SOC, ça a besoin d'agilité. Donc il faut vraiment, si possible, je sais que ce n'est pas souvent facile, mais il faut essayer de mettre tout ça sous la même structure, dans la même à la gestion de la même équipe. Ça, c'est vraiment utile pour vraiment rendre votre équipe agile. Et puis, peu importe le service, de toute manière, globalement, pour résumer tout ça, peu importe le service que vous lancez, bah, il faut que ce soit efficace, c'est du concret, un SOC, mais il faut quand même cadrer un minimum. Il faut qu'il y ait des objectifs derrière, quand même, malgré tout, parce que sinon, on part dans tous les sens. Et honnêtement, je l'ai vu trop souvent, des choses qui étaient contre-productives au final. Donc, s'il vous plaît, cadrez un minimum les choses, n'en faites pas trop, encore une fois. Et puis surtout, prévoyez l'autorité suffisante. Ça, c'est vraiment, on peut le souligner, l'autorité. Réfléchissez ce qu'il vous faut pour satisfaire vos missions. Il faut une autorité suffisante. Un SOC qui ne peut pas saisir un poste après une détection de malware, c'est problématique. Je sais que ce n'est pas simple, mais voilà, ça, je l'ai vu quand même plusieurs fois aussi. Puis pour ne pas vous tromper, bien sûr, classique, on ne va pas réinventer la roue, hein, la triade humain, outil, process. Au moins, vous êtes sûr d'aborder tous les aspects utiles. Et puis, voilà, pour le jour 1, c'est assez peu probable, pourquoi pas, cela dit, mais pensez bien qu'un SOC, ça opère en 24/7 en théorie. Et réfléchissez toujours en mode quick win, hein, ce qui est vraiment utile avec le maximum de gains. Ça permet des fois juste d'avoir cette tournure d'esprit, ça permet de prioriser. Bon, là, on va passer rapidement là-dessus, c'est juste pour étendre un peu le cadre aussi, qu'un SOC, il n'y a pas que des analyses dedans, c'est même une équipe où il y a plusieurs profils assez différents. Bon, après, si vous voulez viser juste, prenez un petit conseil comme ça, prenez des gens qui ont un background admin 6 réseau, c'est toujours utile dans un SOC. Et honnêtement, taperez, dans tous les cas, vous ne taperez pas à côté. Ça, c'est un petit conseil. Mais dans un SOC, il peut y avoir plusieurs profils assez différents. Il peut y même avoir des chefs de projet. Et puis bon, après, il faut se dire aussi, si vous avez un SOC de 3 personnes, tous ces rôles-là, bon, ils vont être assurés par les mêmes personnes. Donc, c'est un peu mélangé. Et même des managers qui font analyste, ce n'est pas du tout anormal et pas du tout rare. Hein. Alors, la structure de votre équipe, vous dites, bon, ok, je vais monter l'équipe, mais enfin, comment je vais l'organiser, etc. Bon, malheureusement, il n'y a pas de réponse simple à ça. On peut faire même une conférence spécialement là-dessus. Limite, ça va dépendre de votre contexte. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une équipe SOC, c'est une équipe dédiée. En cible, il faut viser une équipe dédiée, dans tous les cas. Et puis, dans tous les cas aussi, même si au-delà, même si vous avez une équipe avec des équipes satellites dans les diverses périmètres, diverses filiales, etc., bah écoutez, c'est très bien, mais à minima, prévoyez des relais sécurité. Même si vous ne pouvez pas avoir cette structure-là,
prévoyez des relais sécurité dans les différents périmètres parce que, encore une fois, le SOC, il ne pourra pas travailler tout seul. Il vous faut des contacts et c'est vraiment quelque chose à envisager dès le début du projet. C'est l'aspect communication politique, en fait, au final. C'est de cultiver justement ces contacts avec les équipes internes et de prévoir vraiment des relations privilégiées avec ces équipes-là, parce que c'est très important pour la construction et après la phase de run. Les équipes sécurité et les autres équipes sécurité, le NOC s'il y en a un, donc supervision réseau, par exemple. Les propriétaires de produits, bah oui, si vous voulez intégrer des nouveaux logs, c'est eux qui en général vont les configurer et vous les envoyer. Donc c'est un peu important d'être en bon terme avec ces gens-là. Et puis les équipes de proximité utilisateurs, bah oui, parce que forcément, encore une fois, un SOC en théorie, il peut y avoir des modèles différents, mais un SOC en théorie, c'est pas du helpdesk. Donc en général, il faut quand même une équipe qui fasse l'interface avec les utilisateurs, au moins pour les gestes de proximité. Et puis tout bête, le légal. Ça peut être utile accessoirement en cas d'incident. Bon, jamais négliger ça. Allez, d'autres concepts, d'autres idées autour de l'organisation des équipes. Encore une fois, voilà, vous n'allez pas vous retrouver avec l'équipe rêvée de 25 personnes au jour 1, ne serait-ce que par le budget. Si vous avez les possibilités de le faire, écoutez, vous ne privez pas. Mais en général, ce que j'ai pu voir, c'est que ce n'était pas le cas. Donc, prévoyez juste, l'important, c'est encore une fois la roadmap, prévoyez des étapes de montée en maturité. Et puis, n'hésitez pas, même si la cible, c'est une équipe dédiée, n'hésitez pas à commencer simple et efficace avec des équipes, pourquoi pas dédiées. Voilà, écoutez, ça, je l'ai déjà vu, c'est pas recommandé, c'est sûr, c'est compliqué, ça va nuire à l'efficacité du SOC, évidemment, mais pourquoi pas, s'il faut bien commencer quelque part. Et puis, alors, autre conseil aussi, vous commencez votre équipe, comme on dit, une poignée d'expérimentés vaut mieux qu'une armée de juniors, j'ai rien contre ça, mais on veut quand même monter on veut quand même monter une équipe. Et juste conseil, prévoyez juste quelques seniors, quelques expérimentés, parce que là, vraiment, c'est un projet tellement complexe, on ne peut pas descendre dans du micromanagement. Il faut déjà des gens qui connaissent un petit peu le métier, qui puissent se débrouiller tout seuls. Ça, c'est juste un conseil. Oui, forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, c'est des équipes. Vous avez commencé à 2-3, donc les niveaux de support, on oublie un petit peu. Donc, les processus et procédures, pareil, cliché, on est une équipe technique, donc voilà, on fait tout un peu vite fait comme ça, on n'a pas besoin de documenter, ça c'est un grand classique, et c'est une erreur fatale parce que clairement, c'est extrêmement important. L'idée, c'est pas de faire compliqué, hein. C'est pas de faire compliqué, mais il faut documenter les choses parce que ne serait-ce que votre ENA, il va se baser, pensez encore une fois à votre ENA, le pauvre ENA, il faut documenter tout ce qui est fiche réflexe, etc. Ça facilite aussi, ne serait-ce que ça facilite l'enrôlement des nouvelles ressources tout simplement, et c'est là-dessus que vous allez vous baser pour faire évoluer votre équipe. C'est très important. Encore une fois, l'idée, c'est pas de faire compliqué, mais il faut documenter des choses. Il faut documenter des choses, et limite, j'aurais pu faire un slide là-dessus, c'est une erreur, les métriques. Les métriques, ne serait-ce que pour piloter votre équipe, pour voir s'il n'y a pas des problèmes. Voilà. Trop souvent, on voit des équipes qui croulent sous la charge. Vraiment, on se demande si ce n'est pas un problème de ressources, de charge, etc. Et au final, c'est juste parce qu'il n'y a pas eu des métriques au bon moment. Et au final, tout a dérapé et on n'a pas vu l'équipe évoluer. Et au final, la situation est devenue incontrôlable. Donc, pensez vraiment aux métriques pour suivre votre équipe, l'activité de votre équipe. Et particulièrement si, bien sûr, vous rendez du service à une autre organisation. Bon, là, oui, effectivement, il faut des métriques. C'est limite, ça devient même limite contractuel. Tout ça, bien sûr, ça repose sur des outils. Je vois le temps défiler. Je vais faire efficace. Alors, bien entendu, vous n'allez pas avoir tout au jour 1. Encore une fois, il faut prioriser. S'il y a des axes à développer en priorité, c'est ceux que je cite là. Encore une fois, la capitalisation, tracer tout dans des outils, ça c'est vraiment important. Se baser sur l'existant, vous n'allez pas tout avoir au jour 1. Donc, construisez efficace, basez-vous sur l'existant. Et puis surtout, testez vos outils. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui dans le domaine du SOC, des très efficaces. Testez-les, parce qu'il n'y a rien de pire que de choisir des outils qui ne correspondent pas aux besoins de votre équipe. Hein. Ça, c'est pensez encore une fois à vos N1, à vos analystes. Et puis, voilà, automatiser ce qui peut être automatisé et capitaliser, s'il vous plaît. Voilà, je n'aurai pas le temps de m'attarder là-dessus. Mais voilà, ça, c'est les grandes thématiques d'outillage qu'on peut trouver dans un SOC. Si vous ne voulez pas vous tromper, juste abordez-les les uns après les autres, suivi d'incidents, collaboration, capitalisation, analyse, reporting, intelligence et bien sûr détection. Aujourd'hui, on est en 2020, ça fait des années qu'il y a tout un tas d'outils qui sont développés très efficaces, que ce soit du payant ou de l'open source. Testez-les, il y a vraiment, vraiment moyen de faire des choses vraiment sexy et très, très efficaces. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Et d'autres concepts
Bah oui, forcément. Si vous ne pouvez pas acquérir tout de suite les outils, trouver des alternatives, effectivement. Appuyez-vous massivement sur les équipements de sécurité qui sont déjà en place. C'est de l'or, ça, hein, tout simplement. C'est vraiment de l'or, mais pas que. N'hésitez pas à récupérer les logs au plus près des endpoints, des équipements sources, si je puis dire. Et puis, ne négligez jamais l'alliance EDR, NDR et puis SIM. Tout ça, c'est des technos qui sont vraiment aujourd'hui matures et ça permet de faire des choses vraiment, vraiment pas dégueu. Justement, la sainte triade là, des trois types d'outils, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut… pensez-y. Pensez-y en tout cas pour organiser votre détection. Justement, au niveau de la supervision, mine de rien, c'est un peu étonnant, mais ça pêche de temps en temps sur les thématiques, les endpoints, les courriels, l'AD. C'est un peu dommage. Mettez le paquet quand même sur ces aspects-là, parce que ça se passe souvent à ce niveau-là, hein, les différentes attaques quand même. Et puis surtout, toujours tester. À chaque fois que vous implémentez quelque chose, vous testez, encore une fois. Et puis, ça, très important, hein, c'est le quotidien, encore une fois, de vos analystes. Tout ce qui est process, outillage workflow, autour de la prise de notification, la prise de tickets, le traitement des tickets, tous les workflows associés. Ça, c'est vraiment où les analystes vont passer le plus clair de leur temps là-dessus. S'il vous plaît, pensez bien à l'outillage et à l'automatisation autour de ça. Je le dirai jamais assez, c'est très, très important. Bon, ça, c'est pour la forme. J'étais j'étais juste obligé de passer là-dessus. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là. Ça parle de lui-même. Autre modélisation d'attaque. Le MITRE, le framework attaque, voilà, si vous voulez organiser une détection, écoutez, ça, tout est là. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. C'est absolument indispensable. Allez, des erreurs courantes encore, et je pense que c'est les dernières, il me semble. Pas de gestion de billets. Bon, l'Excel, ça va un temps, hein, il faut quelque chose d'un peu plus sérieux. Les points sur lesquels je vais m'attarder, c'est la gestion des doublons et des faux positifs et le dimensionnement de l'équipe. Bon, ça, dire que c'est un classique, c'est un euphémisme, malheureusement. C'en est même triste parce qu'en fait, au final, on se retrouve avec des équipes qui croulent sous la charge et ces défauts positifs et du bruit. On a tous connu, et puis on a tous, peut-être si parmi vous, il y a des anciens consultants, vous êtes peut-être passés par des SOC, vous savez très bien de quoi je parle. C'est dramatique ça, et honnêtement, il y a peu de SOC qui l'abordent de façon satisfaisante. Donc vraiment, pensez-y dès le départ, ça, la gestion des faux positifs et des doublons et les métriques pour suivre tout ça. Parce que souvent, c'est comme ça qu'on arrive à des équipes soi-disant mal dimensionnées. Au final, c'est souvent pas le cas. C'est de l'optimisation qu'il faut. Donc pour finir, voilà, 31 minutes, parfait. Les questions par rapport, on me pose souvent des questions, vu l'ampleur du projet, est-ce que ça vaut le coup d'impartir le touche auprès d'un MSSP? Encore une fois, je vais peut-être décevoir, mais il n'y a pas de réponse claire à ça. On peut en faire des slides là-dessus, on peut faire des tableaux comparatifs, etc. J'étais parti là-dessus à la base, mais je me suis dit que ça ne servait à rien, parce qu'en fait, ça dépend tellement des enjeux de votre entreprise et tellement de votre contexte, en fait. Et honnêtement, dans les projets que j'ai pu traverser, j'ai tout vu, hein, globalement. Des entreprises qui, parfois même, qui ne faisaient même pas d'informatique. Hein, donc, là, leur objectif, c'était de se concentrer sur leur métier, sur leurs enjeux métiers. Donc là, impartir ce service-là, ça faisait absolument aucun doute. J'ai connu aussi des entreprises qui n'avaient juste pas les bonnes lignes de budget pour construire leur SOC et donc qui se sont dit, on va impartir ça dans un MSSP temporairement, entre guillemets, temporairement plusieurs années, hein, il faut bien se le dire, mais qui le temps de monter l'équipe en interne et puis après de le réinternaliser. Et puis j'ai des entreprises qui, par des enjeux divers et variés, se disaient, avaient les moyens et donc monter ça en interne. Et à ce moment-là, même s'ils avaient des problèmes de ressources, ils allaient chercher des consultants et puis ils montaient leurs équipes comme ça. Donc il y a un peu tous les modèles, ça dépend vraiment tellement de vos ressources, de vos priorités, de vos budgets aussi, que en fait, c'est juste vraiment des bonnes questions à vous poser. Et puis surtout, tout bêtement, est-ce que vous pouvez maintenir cette équipe-là dans le temps, ne serait-ce qu'au niveau compétences? Est-ce que vous pouvez payer ces gens-là? Est-ce que vous pouvez vraiment vous tenir à jour dans toutes les attaques, dans tout ce qui se passe pour que votre SOC reste efficace? Voilà, tout ça, c'est des questions qu'il faut vous poser. Et puis prendre les bonnes décisions en fonction de ça, c'est vraiment quelque chose de stratégique. Mais dans tous les cas, il faut savoir un truc, même si vous impartissez le service SOC auprès d'un MSSP, il faut savoir qu'il va y avoir une phase d'adaptation. Je veux dire, votre MSSP, vous allez avoir affaire à des équipes
Donc, c'est le métier. Toute la journée, ils font ça. Et puis, c'est des équipes qui vont tenir à jour les outils pour vous, évidemment. Ils vont prendre en charge l'ensemble du package, évidemment. Mais l'interfaçage entre vos équipes et eux, ils ne pourront pas faire tout à votre place. Donc, il y a quand même une montée, une prise de connaissances. Il faut que les équipes internes et externes apprennent à se connaître. Il faut roder aussi les process, etc. Donc, même si vous impartissez tout, il va y avoir quand même une phase de rodage qui peut prendre un certain temps. Et ça peut aller jusqu'à une année. Moi, j'ai été dans un MSSP plusieurs années. Et mes clients, écoutez, ça pouvait prendre jusqu'à 6 mois, un an aux équipes de bien se connaître. Donc, même ça va prendre du temps. Encore une fois, ce n'est pas une solution miracle, encore une fois. Et puis, bon, voilà, écoutez, 33 minutes, parfait, j'ai tenu mon temps, Blaise. Juste pour ne pas réinventer la roue, il y a j'ai mis en référence des très bonnes ressources qui vont vous permettre, si vraiment vous voulez partir sur des projets comme ça fait des années que des organismes et des gens très talentueux, très compétents se creusent la tête et créent des normes et écrivent des livres là-dessus. C'est pas la peine de refaire la roue, réinventer la roue. Voilà, je vous ai mis quelques références à lire, très utiles, qui peuvent vous aider à vous repérer au milieu de tout ça. Voilà, j'ai fini. Hey, tu l'as eu, Pierre. Henri, c'était tellement rapide, mais précieux aussi. Ouais, en fait, c'est très chargé. Franchement, il y a vraiment de quoi faire au moins une conférence au moins 2 fois plus longue. Exactement. J'ai essayé de faire au plus vite, mais donc désolé de ne pas avoir pu, surtout au niveau outillage, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu Ouais. creuser parce qu'il y a vraiment beaucoup de références. Nous aussi, on doit s'excuser par rapport à toi parce qu'on a quand même commencé un peu tard. Je sais que tu es Ouais, désolé mais c'est pas aussi grave. Écoute, c'est que pas notre grave. Écoute, on fait là. avec. C'est pas un souci, je comprends. Mais en tout cas, bon, je sais. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Moi, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre, en tout cas. C'est ça. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Moi, je ne vais pas Non. te poser des questions juste pour économiser le temps. Parce que Ouais, pas de si souci. je retrouve des questions sur les commentaires, sur les médias Yes. sociaux, je vais juste te revenir avec celles-ci. OK? Aucun problème. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Pierre. Eh bien, de rien. C'était un plaisir. D'accord. Merci, bye. Salut.